Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on est avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SAS. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour notre numéro mise au point matin. C'est avec plaisir de recevoir un citoyen haïtien qui a évolué à Montréal, au Canada. M. Rivet intégré lui et là, M. c'est député d'une circonscription dans Montréal. Nous allons regarder très certainement avec lui secret, réussite lui. Et nous allons voir qui ça capable d'inspirer de l'autre jeune qui est en Haïti ou bien qui a vécu à Montréal, qui a suivi le programme ça, et puis qui regarde sur Jean Pays a évolué, je vous dis, qui coup de main au quoi la communauté haïtienne dans Kabaye, dans booster le développement, pas bon ici. C'est entre autres points qui pourra dans mi-temps échange, nous allons le matin avec Franz Benjamin, qui de passage en Haïti et qui a accepté de répondre à une question télévision nationale d'Haïti. Député Benjamin, son plaisir pour nous matin. Son plaisir pour moi. Donc, merci pour de ce qu'on recevoir, son plaisir. On présente pour nous regarder là, qui est-ce qui Franz Benjamin? Franz Benjamin sont haïtiens, donc qui fait en Haïti, qui quitte Haïti, ça fait quand même un bon bout de temps, donc je grandis à Montréal, Canada, donc au Québec depuis plus que 35 ans, je dis. Donc, et côté me fait études là-bas, je finis études là-bas parce que je commencé études en Haïti quand même. Je finis études là-bas, donc et je travaille, m'évolue dans la communauté, dans la société. Donc, parallèlement à ma vie professionnelle, c'est-à-dire que je travaille dans le milieu des communications pour le gouvernement du Québec. Donc, j'ai un engagement social. L'engagement social, ça a mené plus tard à un engagement politique. Donc, côté j'ai occupé plusieurs fonctions comme élu, que ce soit à titre de commissaire scolaire, à titre de conseiller municipal et aujourd'hui à titre de député de l'Assemblée nationale. Vous songez à quel âge vous quittez Haïti? Oui, je quitte Haïti, j'ai 14, 15 ans. Donc, je quitte Haïti. Là, ça peut-être vous êtes dans le 3e, 4e ici? Oui, dans le 3e, justement. Dans la seconde. Dans la seconde. Ah, seconde. Dans la seconde. Vous songez dans l'école ODR? Oui, de Canada. De Canada. Dans quelles circonstances vous avez décidé de quitter Haïti? Mais déjà, il y a plusieurs années, donc, mes parents et puis les frères et étaient déjà à l'étranger. Donc, ils ont accepté que je me fin faire année scolaire là en Haïti, mais devant troubles, etc., politiques, etc., autour du départ de Duvalier, donc 84-85, à ce moment-là, donc ils ont choisi pour dire, bon, écoute, c'est fini, la récréation, et ils ont fait me rentrer, donc une fois pour toutes. Comment l'intégration était? Intégration, comme leur parti où ils viennent dans le pays, quand aux jeunes, c'est plus facile que là, par exemple, où ils ont 30, 40, 50 ans. C'est plus difficile. Dans la mesure que, mais ce n'est pas toujours évident, par exemple, je suis dans un pays tropical, je viens dans un pays frais, et je suis dans un pays côté majorité de monde qui est là-dedans noir, je viens dans un pays côté minoritaire, côté vraiment, je me sens que minoritaire, dans la mesure que je suis conscient que vraiment noir. L'homme dans Haïti, donc c'était évident que noir, mais pour moi, il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais c'est ça, donc l'intégration scolaire là, il était passé très bien parce que fort de ça, je sorti avec comme bagage, notamment au niveau du Canada, du Collège Canada haïtien. Donc c'est une intégration scolaire qui était somme toute beaucoup plus facile que comparativement à d'autres jeunes haïtiens de la même époque qui étaient arrivés dans le même âge avec mais qui n'ont pas le même parcours avec. Les difficultés que vous avez rencontrées pour permettre que l'intégration soit effective, Benjamin? Difficultés que je capable, je pensais que je rencontrées, c'est probablement les difficultés sur le plan des valeurs, des chocs des valeurs familiales haïtiennes qui ne sont pas toujours les mêmes que les valeurs de la société québécoise. Donc c'est un enjeu important que le pour moi, c'est-à-dire que quand vient le temps de concilier toutes les valeurs ça des bagailles que ça dans la carrière et puis l'arrivée à l'école, l'arrivée dans la société sont l'autre bagailles qui a passé. Tant que ça? Par exemple, tant que l'idée par exemple de sortir par exemple. Sortir. Pour moi, l'heure que vous avez 16-17 ans, donc vous avez fait des sorties bien encadrées. Mais tandis que la carrière, moi, c'était plutôt un régime assez strict. Donc pas avant 18 ans. Donc c'était quand même quelque chose. Ou bien, par exemple, d'autres bagailles qui étaient créé choc, c'est sous des bagailles, pas un exemple qui en particulier, mais leur petit amour québécois qui a foncé des bagailles, et puis qui est normal pour eux, mais la carrière qu'on n'est pas qu'à faire,
On ne peut pas permettre de tout faire. Donc, une relation sentimentale assez jeune. Assez jeune, par exemple. Ou bien, question dormi, par exemple. Il est possible que s'il bien encadré, que par exemple, des parents québécois quittent Petitio à dormir, car on l'a amis. Dans la mesure que le bien encadré. Mais chez les parents haïtiens, c'est non. Donc, ça ne se fait pas. Donc, bon, tu viens de l'autre haïtien qui était déjà dans le système là et qui... Oui, quand même, absolument, puisque quand même, c'est quand même une communauté. Somme toute, là, me comparer la communauté haïtienne de Montréal là, avec plusieurs communautés haïtiennes dans la diaspora, c'est quand même une communauté que me trouvais, malgré toute critique que nous continuons à faire pour nos constructives, on s'entend, mais qui est quand même assez bien structuré, bien organisé. Il y a plusieurs organismes communautaires qui sont là pour aider dans la question éducation, dans le soutien scolaire, dans la question apprentissage des valeurs, soutien parental, et gagner les églises pour les gens qui croient en eux. Et quand même, il y a pas mal d'églises qui l'ont tout. Et puis, il y a des entreprises ou des épiceries de la communauté haïtienne, côté pour les gens qui ont envie de manger haïtien, local, etc. Ils sont capables d'aller. Donc, c'est des bagages que l'on vivre comme immigrant qui permettent tout et pas perdu tout à fait soyez. Voilà, donc... Une fois, les petits sont partis jeunes comme ça, ils ont du mal pour intégrer. Et si on intègre, on veut mettre l'école sur côté et puis entrer dans tout le bagage qui est capable de déranger les communautés ou déranger les familles. Ce n'est pas le cas pour vous, non? Non, ce n'est pas le cas pour nous parce que nous grandissons quand même dans la famille, nous avons des chances. Maman, mes papas me présents et c'est des gens qui étaient très présents dans le bon sens du terme et très affectueux tout, sévère dans le cas de mon père. C'est un père haïtien. Donc, mais au Canada, M. Fouetté correctement? Non, je ne suis pas fouetté. Je ne suis pas fouetté, mais je quand même affirmé l'autorité paternelle et je ne suis pas lésiné sur ça. Et puis, il était toujours à apprendre nous tous que seul chemin, si vous voulez réussir dans la vie, dans la société, c'est l'éducation. Dans ce sens-là, l'école, c'est un bagage qui est important. Parents m'ont toujours dit nous, aussi longtemps que nous, tous petits, nous continuons à l'école, nous sommes capables de rester jusqu'à 40-50 ans à la caillou, aussi longtemps que nous continuons à l'école. Parce que pour eux, l'école, l'éducation, sont des bagages très, très importants. Donc, dans ce sens-là, je crois que c'est peut-être un bagage qui te permet nous, l'aime dit nous, moi-même avec frère, etc. Donc, bien cheminer. Vous finissez faire études classiques au Canada, après vous entrez à l'université, qui sont des choisis? Je choisis m'étudier en communication, m'étudier en littérature et m'étudier en partie tout, en administration publique tout. C'est ça qui t'a motivé choix ça? Choix ça, c'est parce que initialement, c'est communication à l'université à ce moment-là, c'est un programme qui était contingenté. Donc, nous devons entrer dans une discipline qui était en pluralité de possibilités. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on sortit avec un bac en communication de l'université, donc même on maîtrise même, ou bien possibilité pour aller travailler dans divers champs, les médias, les relations publiques, les communications, donc, etc., etc. Donc c'est ça que avant tout qui est motivé choix ça. Nous devons faire un choix que on bagage que me aimé parce que moi aimé relation avec monde, moi aimé échanger avec monde, moi aimé tendre monde tout. Donc et évidemment, nous devons faire un choix en bagage, c'est important pour moi un monde qui pratique dans la vie. Donc un choix qui t'a pas le permettre moi, une fois qu'on finit, on parle de chômage. Au travail. Justement, est-ce qu'il y a le débouché par rapport à monde qui fait études ça au Canada? Mais à l'époque, oui. Donc, en communication, il y a plusieurs possibilités. Je me rappelle moi-même personnellement, j'ai fait finir bac moi, en décembre et puis en janvier, et j'ai fait notre travail. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est son marché qui fluctue. Mais je dis, avec question multiplication des plateformes au niveau des communications, etc., je crois que je dis, encore aujourd'hui, donc là, on a un diplôme en communication, en multimédia ou bien en relations publiques, ou bien de bonnes possibilités, d'autant plus qu'actuellement, nous vivons une situation au Québec ou au Canada, côté, au niveau économique, sur le marché de l'emploi, ça va très très bien. Très bien. Même pour Haïtiens? Oui, même pour Haïtiens, évidemment, Haïtiens sont capables de des enjeux particuliers à eux-mêmes. Par exemple, et c'est sûr que, par exemple, nous ne pouvons pas nier, il y a encore des obstacles que nous qualifions d'obstacles systémiques à l'emploi. Ça nous relève, par exemple, discrimination, par exemple. Oui, le ou noir, il faut attendre peut-être des fois capable de vivre discrimination dans la société. C'est un pays raciste, Canada? Non, pas du tout. Pas mes gens qui disent que le Canada est un pays raciste, pas du tout. Mais est-ce qu'il y a un racisme au Canada? Oui. Mais est-ce que le Canada est un pays raciste? Pas du tout. Parce que la structure pays permet que, par exemple, tout le monde, dans la mesure que vous faites effort, vous travaillez fort, vous travaillez bien, vous travaillez correctement, vous pouvez cheminer, intégrer dans la société. Donc, mais c'est une société qui n'est pas parfaite, tant que toute notre société. Nous, quand on a Haïti, tout, il y a un racisme en Haïti, tout, tant que toute société. Donc, non, ce n'est pas une société parfaite,
et Canada non plus. Ou qui fait l'université, là maintenant, et nous gagnons jamais dans la politique. À partir de quel moment vous êtes capable de faire coup de bain dans la politique? En fait, bien avant politique, c'est-à-dire que moi, je suis entré sur le marché du travail, je fais à peu près une dizaine d'années, je travaille pour le gouvernement du Québec, côté de responsable de ça, l'activité de rétro-information pour le gouvernement, donc pour 3 régions. Rétro-information? Oui, absolument. Rétro-information qui s'allie, c'est vraiment, c'est bail gouvernement en feedback sur ce qui s'est passé dans la région. Moi-même, je suis responsable de 3 régions. Donc, c'était Laval, Laurentides, Lanaudière. Donc, dans la région Sahel, donc ça, nous avons fait avec des chefs en équipe d'une trentaine d'employés. Donc, nous, travaillons, c'est sur une base quotidienne, ramasser tout ce qui se dit dans toute qualité niveau, en agriculture, en culture, en finance, en économie, en justice, etc. Et fait tout ça remonter vers le gouvernement central pour que les meilleures décisions soient prises en faveur des populations locales. Et la politique là, qu'est-ce que vous m'intéressez? Bien, politique là, en fait, dans la mesure que moi-même, personnellement, comme jeune, j'étais toujours engagé socialement dans le quartier, dans la communauté. Donc, et il y avait des élections scolaires qui s'approchaient et dans le collectif que nous membre blanc, j'étais quasiment délégué, demandé pour me candidat aux élections scolaires. Par rapport à charisme ou par rapport à ce que tu as fait de la communauté? Probablement par rapport à intérêt, par rapport à charisme, je ne sais pas, donc peut-être. Donc, mais sûrement par rapport avec grand intérêt, par rapport avec capacité, par exemple, pour m'expliquer un série de concepts. Donc, alors, il était demandé pour me représenter au niveau des élections scolaires. Donc, je été élu première fois, mais élu 3 fois comme commissaire scolaire. Je fait 3 mandats comme commissaire scolaire. Tout comme tout, je été élu 3 fois comme conseiller municipal. Et à partir de l'expérience, ça va encore aller plus loin. Et c'est ça qu'il faut briguer poste député. Oui, voilà. Donc, c'est que suite, lors des dernières élections provinciales au Québec, donc, en pile monde qui s'est m'a servi dans la collectivité côté Mia, en pile monde ça a venu côté, me demandé, France, écoute, nous t'avons aimé que c'est eux-mêmes qui ont servi nous, qui ont continué de travailler pour nous, pas à Montréal, mais à Québec, à l'Assemblée nationale. Donc, évidemment, c'est des bagailles là que il y a des gens qui m'ont ça, donc, on réfléchit un peu, on consulter famille, on consulter les amis proches, et puis donc la décision a été prise, et puis donc, effectivement, donc, me lancer, donc, j'ai été élu sous la bannière du Parti libéral du Québec. Là maintenant, c'est circonscription de Vio. Vio. Voilà. Vio, c'est Montréal. C'est Montréal. Vio, c'est Montréal. Vio fait partie de la circonscription de Montréal. C'est le grand, pour les qui connaissent Montréal, c'est le grand quartier Saint-Michel. Donc, à peu près, en population d'à peu près 70-75 000 personnes à peu près, que m'a servi. Donc, c'est un quartier qui est dans le centre Montréal, dans le centre, on est capable de dire centre-est de Montréal. Donc, quartier multiethnique, c'est-à-dire que non seulement 51% à 52% de monde qui est là-dedans, c'est des Québécois francophones, de souche, comme on les appelle, mais l'autre monde, c'est des gens qui sont de tous côtés. Ou jeunes Italiens, ou jeunes Latino-Américains, ou jeunes Haïtiens, ou jeunes Maghrébins, Arabes, ou jeunes Asiatiques, Cambodgiens, Vietnamiens, Laotiens. Donc, ou jeunes toute qualité de monde qui vivent là-dedans. Et c'est tout le monde ça que m'a représenté aujourd'hui. Mais qui force Haïtien au gagner, non, c'est comme ça, sous cabine député. Ah oui, je pense que y a une belle force. Évidemment, est-ce qu'avec Haïtien, pour contre moi, je suis capable de députer? Non, pas du tout. Même quoi que Haïtien a une force incontournable, parce que son quartier, que Haïtien a habité là-dedans depuis au moins 40 ans. Donc, il y a propriétaire, en pile, il y a propriétaire dans le quartier, ça, il y a un pile locataire tout, mais en pile, il y a propriétaire. Donc, il y a un pile commerce dans le quartier, des épiceries, des salons de coiffure, des bureaux d'avocats, des bureaux de comptables, des agents immobiliers, donc, et des cabinets de médecins. Donc, Haïti est très bien implanté dans le quartier ça. Donc, je dis, je suis très content, d'ailleurs, très heureux que, comme poste moi, comme conseil municipal libéré, donc conseil municipal qui est remplacé maintenant, sont haïtiens que lié tout. Donc, je dis, il y a au moins, sous 3 paliers, il y a au moins 2, sous 4 paliers, pardon, scolaires, municipal, provincial et fédéral, 2 dans palier ça, c'est des élus de la communauté haïtienne. Pourquoi ça a été choisi par l'autre candidat qui est en face? Bon, je pense que probablement, c'est des gens qui m'a travaillé pour eux au cours des dernières années, qui voient que me livrer la marchandise. Parce que au cours des mois élus municipaux depuis 2009, et nous réalisons pile projet, nous réalisons en total, c'est des investissements de pas loin de 350 millions de dollars que nous portons dans le quartier Saint-Michel. Donc, en termes d'infrastructure, piscine, terrain de football, centre de soccer, parc, rénovation de parc, réfection de parc, construction de parc, etc. Donc, nous réalisons un pile projet et moun sa yo, yo rendu compte que mon compte travail, que mon cas travail, alors, je crois que ce n'est pas trop compliqué pour me convaincre
d'appuyer moi. Et je dis engagement que je prends, puis gros engagement que je prends, c'est engagement pour me servir, parce qu'on est élu, son bagage pour ne pas oublier, on est élu son serviteur que lié. Et on a bagage comme toujours rappelé Mounio, les patrons, les vrais patrons, c'est pas les élus. Patrons, c'est les électeurs. Parce que c'est les électeurs qui va élu au mandat représenté. Et je pense que font élu, pas jamais oublier ça. Les vrais patrons, ce sont les électeurs. Maintenant, vous avez rempli le candidat en face ou dans le moment élection? Oui, quand même, absolument. Nous avons au moins. Pas de haïtien en face moi? Oui, nous avons haïtiens en face moi tout. Nous avons 2 haïtiens en face moi. Nous avons 5 ou 6 adversaires. Donc, voilà. Vous sorti dans le Parti libéral du Canada? Parti libéral du Québec, hein? Alors, et qui gagne, est-ce que le Parti libéral du Québec ou le Parti libéral du Canada? Absolument. Le Parti libéral du Canada ou le Parti libéral du Québec. Ce n'est pas le même bagaille parce que le Parti libéral du Canada, c'est sur la scène fédérale. Le Parti libéral du Québec, c'est sur la scène provinciale. Mais sur le plan des valeurs qu'ils défendent, ils semblent en pile. À la différence que le Parti libéral du Québec, là, il est là pour défendre intérêts québécois et québécoises, donc à l'échelle de la province, tandis que le Parti libéral du Canada, son parti pan-canadien. Mais le Parti libéral du Canada, c'est Justin Trudeau. Est-ce qu'il y a un rapport avec le Parti libéral du Québec? Est-ce qu'on regarde tout sur ce qu'on a fait dans le niveau Québec là tout? Mais on a qui est intéressant, c'est que je partageais presque même circonscription avec Justin Trudeau. Parce que plus de moitié de circonscriptions PAMNAN, VIO, c'est circonscription Justin Trudeau lié comme député. Parce que Justin Trudeau, avant le Premier ministre, ils sont députés. C'est député de Papineau. Donc Papineau, grosso modo, c'est un grand parti de quartier Saint-Michel, et puis avec un autre quartier encore, circonscription va à Pilage. Donc, oui, je pense qu'il y a des bagages parce que il faut assurer nous que les politiques publiques sur la scène fédérale et les politiques publiques sur la scène provinciale gagnent résonance sur l'un vers l'autre. Nous pas toujours entendre nous, c'est correct, c'est le débat politique, mais cependant, ce qui est important, c'est que nous déterminer pour nous travailler pour l'intérêt de l'ensemble des Canadiens, dans le cas de Justin Trudeau, et dans l'intérêt des Québécois, dans le cas du Parti libéral du Québec. Centriste, non à droite, non à gauche? Parti libéral du Québec, personnellement, je considère que son parti plutôt par moment centre-gauche et par moment centre-droit. Mais moi-même, personnellement, je suis à l'aise dans le centre-gauche. Donc, comme valeur, c'est-à-dire que des valeurs d'équité, d'égalité, de justice sociale, de prospérité, bien sûr, mais prospérité pour mieux répartir la richesse. Parti libéral du Québec, historiquement, c'est parti ça qui lui-même mettait éducation, l'accès à l'instruction publique gratuite pour toutes Québécoises et Québécois dans les années 60. C'est même parti ça tout qui permet, je dis, l'accès à un régime de santé publique. Et ça nous les cartes d'assurance maladie, par exemple. Donc, on est capable de comprendre que malgré que par un moment, le Parti libéral est allé peut-être tranquillement vers la droite, mais des fois tout, il est retourné vers la gauche. Donc, mais plutôt un parti centriste, vraiment. Parfait. Puis, on député, vous avez député circonscription Vieux, Montréal, travailler consistait à qui ça? Évidemment, premier job, moi, c'est représenter les électeurs au sein de l'Assemblée nationale. Donc, c'est porter les discours, les valeurs de mes électeurs, de mes commettants, à l'Assemblée nationale. C'est défendre dans toute qualité de dossier. Tout dossier qui relevait des compétences du Québec. L'éducation, la santé, la justice, la sécurité, donc, etc., etc. L'économie, les finances publiques. Ça, c'est le premier rôle. Deuxième rôle, au sein de l'Assemblée nationale, c'est travail, donc, parce que nous sommes des législateurs, donc c'est travail sur des projets de loi, sur des règlements, surtout des projets de loi qui rentraient en conformité avec valeur équipe que m'appartenait à l'IA, qui c'est le Parti libéral du Québec, c'est clair, donc, et aussi qui respectait tout. Par exemple, valeur comme étant mieux. On a mal à l'aise pour me voter sur un projet de loi que je connais que électeur mieux, ou bien moi-même personnellement, conviction pas, je ne suis pas d'accord avec elle. Donc, je pense que c'est important. Et nous tout, comme nous députés tout, au sein des commissions, évidemment, c'est de travailler sur différents dossiers, des politiques, des programmes, des politiques publiques, des projets, donc des projets de loi, etc. Moi-même, par exemple, je siégeais au sein de 2 commissions, donc à l'Assemblée nationale. Donc, et aussi, comme moi, suis député, moi, membre le parti de l'opposition officielle, donc moi-même, il y a 2 dossiers comme responsable de eux au nom de l'opposition officielle. 2 dossiers, c'est le dossier de tourisme et les dossiers jeunesse. Pour ça, nous l'opposition officielle? Parce que au sein de l'Assemblée nationale, il y a plusieurs oppositions. Donc, premier parti qui fait plus voix, c'est le parti au pouvoir. Mais deuxième parti qui fait moins voix tout de suite après parti au pouvoir, lui-même il constitue l'opposition officielle. Ensuite, l'autre parti, c'est deuxième opposition, troisième opposition, et ainsi de suite. Maintenant, mandat, il va durer? 4 ans. 4 ans. 4 ans. Ou indéfiniment rééligible? Oui, absolument. Dans la mesure que santé,
Dans la mesure que électeur, avant tout, vlil. Dans la mesure que électeur vlil, et santé me permet moins, j'ai encore le goût de faire la politique. Et oui, je suis capable de lire autant de fois qu'on veut. Ici, il n'y a pas de l'Assemblée nationale, nous sommes sénateurs et députés. À Montréal, ce n'est pas le cas? Au Québec, Assemblée nationale du Québec, seulement députés. Par contre, sur la scène fédérale, donc sur la scène nationale, donc à la Chambre des communes, c'est la Chambre des députés. Et il y a aussi le Sénat du Canada, qui sont chambres à part. Donc, mais il n'y a pas de sénateur au Québec. Ça va tenter vous d'aller dans le niveau fédéral? Non, non, parce que Jodia, déjà pour moi, j'étais obligé de réfléchir en pile avant de prendre une décision pour mal Québec. Parce que c'est quand même loin de la famille, c'est quand même loin de mes électeurs. Donc, c'est quand même à 2h30 de Montréal. Donc, Jodia, plus grand souhait que j'ai, intérêt que j'ai, c'est servir et mon vieux qui fait me confiance pour me représenter pendant 4 ans. Donc, c'est servir au meilleur de mes compétences, au meilleur de mes convictions. Maintenant, comment ça marche, comment ça fonctionne? Nous réunir à des moments bien déterminés ou bien il y a des rencontres bien ciblées qui fait pour l'Assemblée nationale? Pour l'Assemblée nationale, il y a des périodes de session parlementaire où l'Assemblée est en session. Par exemple, prochaine session parlementaire, nous, a commencé début du mois de février. C'est une session qui a duré à peu près 4 mois. Donc, ferme. C'est ça, nous relais des sessions à temps plein. Donc, la session, ça, combien de séances nous fait? Oh, mon Dieu, plusieurs séances. Par exemple, nous siégeons du mardi au vendredi. C'est du mardi au vendredi. Donc, généralement, c'est de 9h30 ça peut aller jusqu'à 22h le soir. Donc, c'est vraiment de très bonnes séances. Donc, évidemment, il y a des pauses, des coupures qui permettent, par exemple, partir aux réunions en caucus, qui permettent de nous présenter des conférences de presse, des points de presse publics, et pour critiquer le gouvernement, ou du moins pour féliciter le gouvernement, s'il y a de quoi pour féliciter le gouvernement. Donc, voilà. Donc, alors, on défend l'intérêt mondial, mais haïtien, est-ce que une particularité, est-ce que vous connaissez cause haïtienne, ça a épousé pendant que député je dis? Ah oui, il y a un bagage que je ne peux pas oublier, c'est que et si je n'ai oublié, je ne pas rappelé ni tout. C'est que nous sommes élus québécois, canadiens, d'origine haïtienne. Ça ne m'a pas oublié, c'est important. Et dans ce sens-là, nous travaillons déjà sur plusieurs initiatives, plusieurs projets qui accompagnent la communauté haïtienne dans le développement, dans l'intégration. Et que ce soit sur le plan de l'immigration, que ce soit au niveau des jeunes. Par exemple, il y a un instigateur du sommet socio-économique pour l'intégration des jeunes des communautés noires. Sommet ça à la fin du mois de janvier pour Cap Vinila, qui pourra le faire Assemblée générale, bilan, pour garder côté nous river. Son sommet, l'idée c'est réunir toutes les forces vives des communautés noires, pas seulement communauté haïtienne, les Jamaïcains, les Africains, etc., pour travailler pour une meilleure intégration socio-économique des jeunes des communautés noires. Moi-même, c'est un cofondateur d'un fonds qui existait au Québec actuellement, qui est le Fonds 1804. Si le Fonds 1804, vous pouvez tout comprendre, ça fond, et pour qui ça le 1804. Son Fonds 1804 pour la persévérance scolaire. Objectif font ça, c'est bailler des bourses à la persévérance scolaire à des jeunes persévérants. Nous choisissons des jeunes persévérants, c'est-à-dire des jeunes pour toute qualité raison qui ont des difficultés au niveau d'apprentissage scolaire. Nous disons jeunes, ils méritent support, ils méritent reconnaissance, nous voulons encourager nous. Et je dis à nous très fiers pour nous dire que fonds ça, c'est le fonds au Québec, toute organisation, pas le fonds haïtien, c'est le fonds au Québec qui baille plus cob au niveau de la persévérance scolaire. Par exemple, l'an dernier, nous remettons $100,000 en bourse à des jeunes. Donc, c'est des bourses de $500 que nous baillons à des jeunes du secondaire. $500 canadiens pour nous encourager, arrêter l'école, pour nous encourager, performer, pour nous encourager, réussir l'école. Parce que même avec Nelson Mandela, nous croyons que l'éducation, c'est plus grand âme ou capable de bailler, donc pour permettre au monde de développer le aujourd'hui. Comment la communauté haïtienne a porté dans le moment de parler là? Son communauté, c'est sûr que il y a un dicton québécois qui dit quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console. Donc, je dis, c'est sûr que des fois, nous avons une tendance très critique envers notre propre communauté, nous, parce que nous pensons que nous sommes capables de faire mieux. Effectivement, nous sommes capables de faire mieux. Donc, mais son communauté qui remplit l'enjeu, il y a un enjeu. Nous gagnons aujourd'hui, c'est l'enjeu, par exemple, de l'immigration. Par exemple, au cours de 2-3 dernières années, nous gagnons à peu près de 8 à 10 000 compatriotes haïtiens qui débarquaient pour demander statut réfugié. En pile dans moun sa yo, en pile dans yo malheureusement, donc pas arriver faire reconnaître statut réfugié parce que le Canada, c'est évidemment statut que reconnaître c'est réfugié politique, il ne pas reconnaître réfugié économique. Donc
Alors, ça, c'est un enjeu lié pour l'ensemble de la communauté. Et il y a 2 ans, le problème ça a été présenté, il y a 2 ans et demi. Et moi-même, avec l'autre élu d'origine haïtienne, qui est Nathalie Pierre-Antoine, nous t'ai réunis, nous t'ai mobilisé plusieurs organismes de la communauté haïtienne pour travailler, pour accompagner les Haïtiens. Nous croyons que au fond, nous constituons une concertation qui est les concertations haïtiennes pour les migrants. Donc, c'est une concertation qui est accompagnée, qui soutient les gens, aider à défendre les droits. Évidemment, ils ont fait ça au capable, avec moyens au capable. Mais je pense que ça va de ce côté-là. Nous avons des enjeux économiques. Par exemple, il nous permet que, par exemple, actuellement, le taux de chômage là, dans l'ensemble au Québec, il y a à peu près 5-6%. Mais nous permet que la communauté haïtienne rejoint le moyenne. Ça. Par exemple, les jeunes de la communauté haïtienne, le taux de chômage à la Caillou, c'est à peu près 10-12%. Donc, voilà. Donc, les pics beaucoup plus élevés que la moyenne québécoise. Donc maintenant, sans ça, je crois qu'il y a un effort pour nous faire davantage. Malgré l'effort, ça, il y a des Haïtiens qui sont passés à déporter. Oui, absolument. Notamment, Haïtiens qui ne peuvent pas reconnaître des droits comme réfugiés politiques. Parce qu'il y a qui ont quitté les États-Unis et qui ont traversé les frontières, et qui ont fait le lobby que tu as fait pour comment faciliter les gens à avoir un papier pour le travail. Ouais. Mais ça va arriver possible. En fait, il y a une chose qui est faite, c'est que l'heure où on demande comme revendicateur du statut de réfugié, c'est-à-dire que une première analyse que fait le dossier, il y a un permis temporaire de travail. Donc, il y a plusieurs dans le monde qui ont permis temporaire de travail, qui travaillent, en attendant que le dossier soit étudié. Maintenant, le dossier est étudié, donc, une commission, qui est la Commission canadienne de l'immigration et du statut de réfugié, qui étudie le dossier Mounzao, qui dit Mounzao, est-ce que vous qualifié, est-ce que vous pas qualifié. Et les gens qui ne sont pas qualifiés, Mounzao, il y a une déportation qui a suspendu sous tête. En attendant que vous épuisez tout recours. Parce que vous avez 2-3 autres niveaux de recours après. Et là, vous épuisez tout recours, à ce moment-là, c'est la déportation. Parce que le monde qui a un visa et puis vous décidez de partir et puis vous tout arrêtez. Oui, il y a des gens qui ont plusieurs cas, que je connais d'ailleurs, des gens qui ont un visa de visiteur, et puis une fois qu'ils arrivent au Canada, ils font demande réfugié. Mais les gens ils ont gagné le fardeau de la preuve. C'est à les gens pour prouver en qui ça, ils sont réfugiés politiques, que le Canada doit reconnaître comme réfugiés politiques. C'est-à-dire que, incluant les gens qui passent par la frontière, ou bien les gens qui sont au Brésil, qui ont monté vers les États-Unis, qui rentrent au Canada, les gens ont la même obligation en tout, donc de faire démonstration en qui ça, ils sont réfugiés politiques. Je veux dire, combien estime les Haïtiens qui vivent par exemple au Québec? Son population pour Haïtiens qui vivent au Canada, chiffre là, il entre 150 000 à 200 000 à peu près, qui vivent au Canada. Et majorité dans eux vivent à Montréal, évidemment, dans la grande région de Montréal, c'est-à-dire Montréal, Laval, Longueuil. Majorité dans eux vivent là. Intégration faite surtout dans le niveau politique, si bien compris, parce qu'on parle d'un pile haïtien qui veut dire biguer les postes politiques au Canada. Intégration fait très bien au niveau politique, mais elle fait très bien au niveau communautaire. Il y a plusieurs organismes communautaires qui travaillent très bien à défendre les droits, pas seulement haïtiens, mais à accompagner plusieurs autres groupes monde. Et au niveau de l'éducation, nous avons un pile haïtien et qui est très présent sur la scène de l'éducation, que ce soit à titre de directeur, directrice de l'école, à titre de commissaire scolaire, à titre aussi d'enseignant. Donc, et ça, sont des professeurs, et les nous dit professeurs dans tout niveau, que ce soit au niveau primaire, secondaire, collégial, universitaire. Donc, dans ce sens-là, nous avons pile chercheurs, je dis, c'est des chercheurs d'origine haïtienne que vous. Par exemple, sous paraître que ce soit dans l'Université de Montréal, dans l'Université du Québec à Montréal, dans Polytechnique, un peu partout dans l'université, il y a des professeurs de. Fondateur de GRAN, par exemple. Ah oui, absolument, Samuel Pierre. Il y a un cofondateur de GRAN, qui est un monde qui porte en pile contribution, non seulement à Haïti, mais qui porte en pile contribution tout à la société québécoise là, et à la société canadienne dans tout. D'ailleurs, il y a un livre intéressant que M. a écrit, et que M. dirigé, pas écrit, mais M. qui a dirigé. Son livre, c'est un brique de plus de 800 pages, qui est c'est Québécois venus d'Haïti. Donc, côté M. retracé, côté plusieurs auteurs, ils ont retracé trajectoire migratoire et puis présence haïtienne, contribution haïtienne dans le développement de la société québécoise là depuis les 50-60 dernières années. Mon Gado a dit que Fred Benjamin lui-même réussi. On parlait de l'autre compatriote qui vivent au Canada qui ont même tout fait succès. Mais c'est des succès individuels. Et c'est une reproche qu'on fait en pile dans le diaspora. Nous réussissons de manière individuelle, mais de manière collective. Par exemple, un gros bagage qui fait, ou aux États-Unis par exemple, on va chercher peut-être un gros restaurant haïtien, ou un gros hôtel haïtien, mais ce n'est pas le cas. On a des petits restaurants, des petits hôtels, etc. Ça empêche les Haïtiens, même dans la fête là, de réussir collectivement dans la diaspora. Je pense que c'est des enjeux individualistes. Nous ne
nous ne pouvons pas enlever là-dedans. C'est clair que nous avons besoin plus réflexe collectif. Ma bon exemple rapidement, si tu en permets moi. Allez-y. Vine propriétaire, par exemple. Vine propriétaire, c'est un bagage que moi-même, personnellement, je toujours encouragé le maximum d'Haïtiens pour vine propriétaire. Mais il y a notre communauté, stratégie que utilisée pour vine propriétaire, c'est mettre ensemble. Par exemple, Vietnamiens, Cambodgiens, ils font. Vous avez 4, 5, 6 Cambodgiens qui arrivent au Canada. Première année qu'ils arrivent au Canada, ils vivent dans un petit appartement tout petit. Ils mettent ensemble, ils achètent un premier appartement, un premier bloc appartement. Donc, 6-7 ans plus tard, chaque ville propriétaire. Pour qui ça? Parce qu'ils mettent ensemble. Ils ont un réflexe collectif qu'ils ont développé qui est plus fort. C'est un bagage que nous encourageons. Mais je dis, il faut me rappeler quand même, il y a des succès intéressants. Par exemple, je dis, dans la circonscription que m'a représentée, nous avons une installation économique qui relaie le groupe 3737. Son bagage extraordinaire lié. Son bagage qui fait l'envie de plusieurs autres communautés et qui parlent en pile de lui. Qui ça, groupe 3737? Ils sont incubateurs d'entreprise. Et qui mettait en place? C'est un jeune haïtien, un entrepreneur haïtien, M. Lefranc Saint-Elmy, donc avec Madame Ni. Donc, eux-mêmes, c'est des gens qui étaient réussis dans les affaires au niveau international, dans le domaine des technologies. Et ils ont décidé, parce que Franz Saint-Elmy grandit dans le quartier Saint-Michel, ils ont décidé de venir rebattre la collectivité, sa collectivité à Tébali, et ils créent un incubateur. Ça, c'est un incubateur qui réunit au moins une trentaine d'entreprises qui prend naissance. Et là, ils ont commencé à déployer les ailes, ils sont capables d'aller gagner pignon sur eux de l'autre côté. Donc ça, c'est des bagages intéressants. Et nous pensons qui capable, qui porteur. Nous avons un exemple, vous n'avez pas un autre exemple encore. Nous sommes capables de donner un autre exemple. Nous sommes capables de voir exemple, par exemple, Maison d'Haïti au niveau communautaire, par exemple. Maison d'Haïti, qui sont organismes communautaires qui existaient depuis plus que 40 ans à Montréal. Sont organismes, oui, les Maisons d'Haïti, mais ce n'est pas seulement haïtiens qu'elles servent. Ils servent tous immigrants qui débarquaient au Québec, latino-américains, africains, maghrébins, arabes, asiatiques. Ils décidaient tout le monde. Et organiser ça, ils ont besoin. Besoin que le gagner, c'est gagner des nouveaux locaux, une nouvelle plateforme. Je veux dire, je suis très content, par exemple, comme élu, même territoire Sacré Abdoula, par exemple, que moi-même, avec d'autres élus, nous avons participé et contribué avec les gens, avant tout de la Maison d'Haïti, dans la construction édifice ça. C'est un édifice qui coûtait environ 5 millions de dollars. C'est un édifice qui fait fierté communauté haïtienne. Non? Parce que même Haïti, oui, mise en commun très difficile. Oui. Là, ouais, absolument. On regarde la réalité haïtienne. Non. Mais il y en a comme toujours dit, ça dit que Haïtiens qui vivent Montréal, c'est en Haïti au sorti. Donc, même réflexion. Oui, voilà, même réflexion nous gagnons. Donc, d'où l'importance, par exemple, ça. Est-ce que nous va faire notre confiance toujours en Haïti, je veux dire là? Je ne peux pas dire le même genre en Haïti. Je ne peux pas dire le même genre en Haïti parce que jusqu'à présent, je suis capable de dire, moi-même, je suis présent sur la scène politique et publique depuis 1998 à aujourd'hui. Et je dis, Haïtien toujours fait confiance. Haïtien toujours fait confiance parce que moi-même, personnellement, comme politicien, je ne peux pas jamais faire faux promesses. Je pense que c'est préférable qu'on dise au monde la vérité. Là, le monde paraît de côté. Au lieu de promettre au monde, ou pour le faire ci, ou pour le faire ça, je suis toujours un principe en politique, c'est le moins de promesses possible et le plus de réalisations possible. C'est comme ça que je travaille. Donc, je crois que la confiance en bagaille, ça se gagne. C'est gagner ou gagner confiance en monde. C'est les gens en haut après aller, les gens disent, ah, il faut me faire monsieur confiance. Et l'autre bagaille, je pense qui est important tout, je dis à nous-mêmes haïtiens qui vivent à l'étranger, nous vivons dans une société qui a des valeurs que nous peut-être pas adhérer à eux, mais qui a des valeurs qui sont intéressantes, qui sont importantes. Mais donc pour nous, c'est ça l'intégration tout. Les nous dit nous intégrer nous. Les nous dit nous intégrer nous, valeurs que la société québécoise a gagné qui bon, nous prenons toutes valeurs ça. Donc il y a des valeurs que nous sortions avec en Haïti qui bon, nous kembé et il y a des traditions que nous kembé tout. Mais il y a des valeurs en Haïti que nous sortions avec eux qui des valeurs pas des valeurs, mais des pratiques que nous sortions avec en Haïti qui sont des mauvaises pratiques. Donc pratiques ça nous obligés de défaire nous dehors. Donc, pour nous, c'est important. Maintenant, une fois, les diaspora, mon cap de diaspora, seulement contenté, vous l'argent de la famille ici, pour payer l'école, et payer soins santé, payer caille. Mais, une contribution effective, par exemple, font une grosse entreprise dans le pays, font qui plus ou moins capable d'un impact direct sur l'économie, ce n'est pas trop le cas. Est-ce que c'est dans le niveau communautaire haïtienne, il y a des réflexions dans le niveau ça? Absolument. Il y a plusieurs réflexions faites dans ce sens-là. C'est clair que jusqu'à présent, si on parle d'à peu près 2,7 milliards que la diaspora haïtienne envoie en Haïti, c'est dans le cadre dont ça moi-même qualifié de soutien alimentaire. Donc, pour permettre frères, soeurs, etc., pas mourir en goût. Mais c'est clair que ou pas construit une société économiquement forte
avec un type d'apport comme ça. Type d'apport, ça, c'est un rapport de survie que les. C'est-à-dire que meilleure façon. Et dans la communauté haïtienne, oui, il y a plusieurs débats que invité, que me participer dans eux déjà, des réflexions sur qui moyen, qui meilleur moyen pour mieux soutenir par des projets structurants donc le développement économique en Haïti. Donc, par exemple, il y a une question que souvent, comme toujours, soumettent plusieurs compatriotes dans la communauté haïtienne. Ils me disent, est-ce que le mieux pour voyer $50 bon monde chaque mois, si c'est $50 qu'on gagne, ou bien sous la possibilité de voyer $2,000, $3,000 d'un coup pour le fonds commerce, est-ce que c'est mieux? Et nous sommes capables de prendre même petite réflexion ça à l'échelle individuelle, nous ramener sur l'échelle collective. Est-ce que le mieux pour nous voyer 2,7 milliards de dollars par année pour nous soutenir famille nous, c'est correct pour nous soutenir famille nous, mais pendant ce temps, nous pas gagné aucun grand projet, aucun méga projet de développement économique qui est capable de permettre justement à Haïti de gagner un meilleur essor au niveau économique. Qui regarde la communauté haïtienne sur ça qui a passé aujourd'hui en Haïti? C'est sûr que en contact avec plusieurs Haïtiens et puis souvent je prends temps pour me tendre gagner un peu de découragement par moment, un peu de découragement parce que chaque fois j'ai l'impression que gon bagay qui va le démarrer et pour j'ai l'impression que ça va recommencer et j'ai parfois colère tout parce que des fois on attendait des lignes ouvertes dans l'émission radio haïtienne et un peu de colère par rapport avec les politiciens surtout par rapport aux politiciens et par rapport avec les dirigeants économiques aussi. Donc, mais... Selon nous, c'est ça que fait jusqu'à présent là toujours. Oui, exactement. Ça fait qu'il y a une forme de désarroi. C'est-à-dire que en plus, le monde ne peut pas comprendre. Par exemple, moi-même, je fais partie de la génération jeune haïtienne, des gens qui quittent Haïti, très jeunes. Et il y a deux autres générations qui viennent après. Des générations qui viennent même faites au Canada. C'est-à-dire que la génération ça des adultes aujourd'hui. C'est-à-dire que le map échange avec les gens. Et ils ne pas comprendre rien dans ce qui a passé. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas comprendre rien dans la politique haïtienne encore. Donc, selon nous, ça fait ça. Nous sentons manquer volonté ou bien... Oui, manquer volonté par moment. Et puis, manquer l'amour pour le pays. Manquer patriotisme. Manquer civisme. Donc, manquer civisme. Par exemple, c'est toujours la faute de l'autre. C'est jamais faute par nous. C'est toujours faute de l'autre monde. Si ça va mal, si ça va aller mal, c'est pas faute par nous. C'est tout faute de l'autre monde. Nous, par exemple, je dis, prenons, moi, un élu municipal pendant plusieurs années à Montréal. Mais prenons, par exemple, l'enjeu de la propreté, par exemple. L'enjeu de la propreté, sont responsabilités partagées que liées. C'est responsabilité Ville de Montréal de faire la collecte des déchets, de mettre en place des poubelles, des bacs, mais c'est responsabilité inspecteurs pour bailler contravention, ticket, les gens ne pas respecter et règlement. Mais c'est responsabilité de chaque citoyen pour qu'il y ait une ville propre tout. C'est-à-dire que pour que l'orgon bagaille déchets dans le monde, que vous suivez quand on poubelle pour la gueule dans la poubelle là. C'est-à-dire que c'est une responsabilité partagée que liée. Qui veut dire si ville là, si on quartier sale, il n'y a pas qu'à seulement faute ville là. La ville là a une responsabilité le tout, certes, mais chaque citoyen doit avoir une responsabilité. Ça, c'est toute une éducation. Ah oui, bien sûr. Donc la question de l'éducation, c'est un bagage qui est majeur, qui est important. Parce que l'homme dit comme ça que le sentiment d'appartenance. Je suis allé petit en Haïti. Tu as une radio, je ne sais pas qui radio, qui te dit l'ARIA, c'est ça, le peuple là. Je suis entendu ça, l'MT petit. Mais je dis, j'ai l'impression l'ARIA, pas ça, le peuple là. Le Canadien rencontre comme Haïtien. J'ai demandé la parole de Haïti, Saldo. Première question, comment c'est posé, comment ça va en Haïti? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va mieux? Oui, est-ce que ça va mieux? C'est la première question. Parce que même Canadiens autour, ils sont un peu découragés. Parce que chaque fois qu'ils sont d'Haïti dans la nouvelle, ce n'est pas toujours pour les bonnes raisons. Ce n'est pas toujours pour les bonnes raisons. C'est parce qu'il y a des troubles, etc. Mais il n'est pas facile tout, pour un Canadien, pour un étranger, comprendre la réalité du pays d'Haïti. Parce que c'est une réalité qui est complexe. C'est une réalité qui a pile de ramifications, qui a pile d'explications. Donc, il est très difficile. Vous voulez dire que nous sommes un pays singulier? Non, je ne vais pas dire que nous sommes un pays singulier, mais je suis capable de dire que nous sommes un pays particulier. Ah bon? Oui. Ça fait ça. Mais parce que, généralement, nous pas accepter faire rêve. Et bon mot, par exemple, que je vraiment pile comme politicien, c'est consensus. C'est un mot que je vraiment pile. C'est difficile. Comme politicien. Et nous pas souvent accepter faire consensus.
Et aussi, il y a toute l'idée aussi de la confiance aussi. Parce que, dès que je fais ça, un gentleman agreement d'abord, si m'accepte font deal avant, m'entendre avant son trajectoire politique, le respect de la parole. Il faut respecter la parole, tout comme moi-même, m'obliger à respecter la parole. Et ça, c'est fondamental. C'est des principes qui font de nous des hommes d'honneur ou des femmes d'honneur. Donc, et ça, c'est des bagages majeurs importants. Je veux dire, quoi, c'est un système, là, comme politicien, tu as délivré là à Montréal? Non, non, parce que je suis un politicien d'origine haïtienne, mais je suis conscient que je ne suis pas un politicien haïtien. C'est-à-dire que, parce que je ne suis pas pris naissance comme politicien dans le système politique haïtien. Le système politique haïtien a ses propres règles, il a ses propres exigences, que moi-même personnellement, je ne peux pas répondre à eux. C'est-à-dire que chaque monde a des compétences. Et visiblement, je n'ai pas de compétences pour être politicien en Haïti. Parce que probablement... Règle universelle, non? Qu'est-ce? Règle pas universelle. Non, règle pas universelle. Culture politique, pas universelle. Chaque société qui a une culture politique parle. Donc, Haïti a une propre culture politique, il a une propre tradition politique, et il a une propre question contingence, il a une propre enjeu. Et moi-même, je ne peux pas regarder ça de haut. Pour moi, tout simplement dit que ce n'est pas le système politique que moi-même que je reconnais là-dedans. C'est-à-dire que moi respecter tout le monde qui a fait politique en Haïti. D'ailleurs, je pense qu'il faut beaucoup, de loin, beaucoup plus courageux qu'un monde qui vit au Canada pour faire politique en Haïti. Donc, c'est-à-dire que l'homme décide de faire politique en Haïti, personnellement, je salue ça. Mais qui coûte même parce que la communauté d'Akaba, je dis, pour encourager monsieur dame qui fait politique, faire politique en l'autre gens, finalement garantir un minimum de mieux-être, parce que c'est la finalité politique là, c'est garantir un minimum de mieux-être à la population là. Parce que là, nous-mêmes, tout cas, nous bois, nous avons comme de temps en temps, nous c'est haïtiens, même si nous avons évolué dans l'autre pays, qui sont capables en termes de bourrade, en termes de faire pression, pour que finalement la caïba ont l'autre image. Mais je pense qu'il y a plusieurs organisations dans la diaspora, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, un peu partout. Wolio, c'est défendre le droit haïtien à l'étranger par rapport à Haïti. C'est peut-être quitter ça à eux-mêmes de dire qui mode de pression que est capable de faire sur ce politicien haïtien. Mais moi-même personnellement, comme politicien et québécois canadien d'origine haïtienne, dans le système que je vis là, si accompagnement que nous sommes capables d'offrir, c'est peut-être permettre des échanges, par exemple, pour permettre des gens qui sont intéressés par la politique ou des gens qui font politique, au fil des échanges, ça permettre par exemple qu'une nouvelle culture politique émerge qui est plus basée sur le dialogue, la discussion, le consensus, et moins question jouée par l'effort, bataille, gourmet, etc. Donc, joute politique faite dans toute société. Mais nous croyons que c'est important que le fait en toute civilité. Donc, le fait dans respecter le monde, dans respecter la réputation du monde, par exemple. Je dis, par exemple, pour moi, comme député, le mal intérieur de l'Assemblée nationale, m'ont bénéficié de sa immunité parlementaire. Mais une fois que je quitte cette Assemblée nationale-là, je suis justiciable même à tout le monde. C'est-à-dire que je ne peux pas permettre moi de dénigrer le monde, je ne peux pas permettre moi de faire des fausses accusations. Donc, c'est-à-dire qu'il y a poursuivre moi, normalement, tant que poursuivre n'importe quel citoyen. Donc, alors, dans ce sens, je crois que bon sens de responsabilité que peut-être au fil des contacts, des rencontres, que nous sommes capables de permettre. Et nous-mêmes, tout, nous sommes capables d'apprendre tout. Parce que échanger, il ne pas seulement aller dans le seul sens. Échanger capable de permettre que nous-mêmes d'apprendre la manière qu'on sait de bagages faits en Haïti. Est-ce que c'est des bagages capables bénéfiques pour nous? Je ne sais pas, peut-être. Vous rencontrez des députés haïtiens déjà? Et au Canada, oui. Au Canada, oui, comme élu, j'ai rencontré déjà plusieurs députés haïtiens qui étaient de passage dans le cadre de rencontres parlementaires, interparlementaires. J'ai rencontré plusieurs élus, j'ai rencontré plusieurs maires de villes d'Haïti. Absolument. Ouais. Mais concrètement, qui ça vous pensez communauté à Tadopoté là, je dis, pour aider les pays? Je pense que il faut qu'on réflexion qui est entamée son apport beaucoup plus structurant de la communauté haïtienne. Et nous autres, ce n'est pas seulement un rapport économique, un rapport qui est possible tout au niveau de l'éducation, qui est possible tout sous d'autres aspects. Par exemple, je dis, est-ce que c'est possible, nous avons plusieurs médecins, qui sont non seulement des médecins établis à l'étranger, mais qui sont des professeurs dans les facultés de médecine à l'étranger. Par exemple, est-ce que c'est possible, si Mounsayo recevoir un programme, un projet qui est bien développé de manière structurante, qui permettent par exemple que Mounsayo rentre en Haïti, vienne faire des sessions, vienne offrir des formations aux futurs médecins. Bon, c'est des bagages structurants pour nous développer, pour permettre à Haïti de bénéficier de toutes compétences de petite lit
qui est à l'étranger, je dis. Par exemple, dans Formule 804, là, ça a empêché qu'on bourse d'excellence pour des jeunes haïtiens qui ont brillé, je dis, qui viennent faire philo et puis qui peut-être pas les moyens pour aller à l'université. Pas grand rien qu'empêche. Seul bagage qu'empêche, c'est orientation Formule 804. Parce que pour le moment, orientation Formule 804, territoire que nous couvrons, c'est le Canada. C'est le Québec et le Canada. Donc, ça veut dire qu'il faudra qu'à ce moment-là, que le conseil d'administration Formule 804, Chita, réfléchit pour et je crois que son réflexion, parce qu'il y a plusieurs Haïtiens, membres de la communauté haïtienne de Montréal, qui demandent nous déjà pour nous ouvrir une passerelle pour Haïti. Et déjà, réflexion est en cours au niveau du fonds pour nous voir comment on est capable de faire ça, mais de manière structurée, de manière respectueuse aussi des autorités. Donc, et pour nous voir comment on est capable d'offrir 2-3 bourses à des jeunes d'Haïti. Par rapport à notre communauté, je dis au Canada, qui j'en nous nous-mêmes? Comment moi que nous sommes une communauté qui fait en pile route. Il y a une pile communauté qui a regardé nous. Ils ont trouvé que nous bien. Il y a une communauté qui a regardé nous, ils ont trouvé que nous bien. Ah bon? Ah oui. Comme je dit tout à l'heure, pas vraiment qu'il y a un succès collectif. Oui, mais ils ont trouvé nous bien dans la mesure que, ouais, par exemple, nous avons des directeurs d'école, nous avons des avocats, nous avons des médecins, nous avons des élus, nous avons des députés fédéraux, nous avons des sénatrices, nous avons des députés provinciaux, nous avons des conseils municipaux, nous avons des commissaires scolaires. Donc, ça veut dire que... Ça veut dire que Michael Jean. Oui, de Michael Jean. Voilà. En plus, nous avons regardé les communautés haïtiennes qui sont petites communautés, comparativement à d'autres communautés. Dani, etc. Nous sommes petites communautés comparativement à d'autres communautés. Donc, comme on dit, nous sommes à peine 200 000. Donc, mais en même temps, nous, de plus en plus, nous voulons travailler sous question succès collectif. Et c'est là, je crois que le prochain objectif, 10-15 prochaines années. Mais il y a des gens qui disent, en plus, les Haïtiens, ils ont un pays, ils n'ont pas qu'à briller, et puis ils arrivent ailleurs, ils ont brillé, et puis le monde a tiré par rapport à sa produit, par rapport à sa fête. Ou même, par exemple, France Benjamin. Où est-ce que vous en Haïti, où tu as pu faire autant de progrès qu'on a fait au Canada, je veux dire? Probablement pas. Probablement pas, parce que, en fait, il y a deux bagailles. C'est que, je suis très conscient qu'Haïti, c'est un pays qui est très, très difficile pour petits Léo, notamment pour les jeunes. Pour les jeunes. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que des milliers de jeunes, après aller aussi loin que le Chili, le Brésil, etc., dans l'espoir, on vit meilleur. Donc, et le fait aussi que l'institution établie, dans la société que je vis là, institution établie et loyaux, ils respectent, ils font respecter les loyaux. Par exemple, si par exemple je dis à un inspecteur, ouais, par exemple, ma promener chien moi, ma promener chien Montréal, et puis je marcher avec un petit sachet dans même, pour si chien fait besoin, pour me ramasser besoin chien, pour me laguer dans la poubelle, son contravention de $300. Donc, $300 canadiens. $300 canadiens, c'est clair. Donc, ça veut dire que règlement, il fait respecter davantage. Institution là. Institution là. Et puis, institution, ce n'est pas des coquilles vides que. Donc, je crois qu'en jeu, nous avons un véritable enjeu d'institution. Et puis, moi, partager l'idée tout de repenser complètement le système d'éducation noir. Pour nous, son éducation qui est beaucoup plus centrée sur le civisme, sur le patriotisme, sur apprendre jeunes haïtiens très tôt, remettre pays, remettre Tessa, remettre pays. Et un enjeu qui est important pour moi, je veux dire, c'est la question environnementale. L'environnement. Pour moi, qui t'a donné un enjeu transversal. C'est-à-dire que, je dis, peu importe thématique qu'on a abordée en Haïti, question de sécurité publique, santé, éducation, ou doit aborder la question de l'environnement en Haïti. C'est-à-dire que c'est grave. Par exemple, le ouragan, le cyclone passe en Haïti, il passe dans les Caraïbes là, il fait quelques dégâts, quelques cas qui derrière, et puis en Haïti, c'est des morts. C'est directement associé à l'environnement. Très vulnérable. Absolument. Il y a beaucoup de maladies qui développent tout, à cause de questions environnement. Et de jour en jour, on a fragilisé l'environnement. Je crois qu'il faut un sursaut qui fait au niveau national, avec l'État, mais avec l'ensemble de la population. Donc, pour que les questions environnement sont questions qui sont abordées très très tôt. C'est-à-dire que depuis que nous fait, nous devons avoir un réflexe, apprendre, remettre terre, respecter terre, planter terre, etc. Pour moi, c'est fondamental. Ce qu'on veut souligner là, qui est assez fondamental, tout, c'est les sanctions. Vous estimez que je dis à tout, le pays n'a pas sanctionné, mais on fait des audios. Ah bon, pour moi, c'est clair. C'est clair que, par exemple, s'il y a des lois qui votent, deuxième bagage qui est, il faut les appliquer. Donc, c'est clair. Donc, si on n'est pas d'accord avec une loi, à ce moment-là, comme citoyen, ça pour faire, c'est pour élu d'autres mondes qui veulent défaire la loi ça. Mais en attendant que la loi existe, il faut la appliquer.
Donc c'est clair pour moi. Au monde qui vivre au Canada, et qui a fait des marches, qui a essayé de garder des procédures, ou un conseil particulier pour eux? Comment vous réussissez dans ce système-là? Bon, moi, ça me concerne des cabayos. Aujourd'hui, le Canada, c'est un pays qui est économiquement très développé. C'est un pays qui a des vraies opportunités. Si on veut réaliser, que ce soit comme entrepreneur, ou bien comme salarié, ou bien comme travailleur autonome. Donc, c'est possible à ce moment-là, mais l'éducation est à la base de tout. Enfin. Donc, le Canada, tant que tout l'autre pays, à la recherche de monde qui est éduqué. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de l'autre monde. Donc, m'inviter les gens, prendre le temps d'informer auprès de l'ambassade du Canada pour assurer que vous pas fait des coups d'épée dans l'eau. C'est important que, par exemple, sous nos démarches d'immigration, pour gagner les bons renseignements, pour que, une fois qu'on arrive, pour ne pas dire sous tes conditions consultées, voilà venir. Donc, je pense que c'est conseil ça me capable. Toujours le même bout ça, je dis à toi, Haïti besoin d'investissement. Parce que ça Haïti, là comme moi, pas qu'à développer pour être lié. Il faut gagner de investissement direct étranger, par exemple. Par contre, dans la communauté, tout ce qui est déjà faut qu'on fait pour attirer des investisseurs, venir dans le pays, venir créer business, pour que finalement, il y ait des richesses qui créent, ça qui est capable de bien incidence sur la qualité de la vie de gens qui vivent ici. Même parce que probablement, la question des investissements est une question majeure pour la suite des choses en Haïti. Pour permettre, par exemple, qu'on ait une économie qui est diversifiée, pour permettre, par exemple, qu'on ait plus de joie sous scène économique. Mais je dis à tout, c'est-à-dire qu'il y a un bagage, il y a un moyen pour ça arriver, il faut que les conditions soient réunies pour qu'un investisseur. Parce qu'un investisseur, pour le venir de côté, pour le venir déposer, il faut le voir, premièrement, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que s'il investit $200, est-ce que $200 même pas perdu? C'est la charité de le faire. Exactement. C'est pas un investisseur qui a fait de la charité. Et même avec pays, il y a un dicton qui dit que le pays n'a pas de amis. Parce que tout pays, c'est affaire à faire. C'est intérêt à gérer. Donc, alors dans ce sens-là, il faut être très conscient. C'est-à-dire que l'intérêt Haïti, c'est haïtien avant tout, qui doit défendre l'intérêt Haïti. Et à venir pays ça, il y a 10-11 millions de gens qui vivent là-dedans. Ce n'est pas 10 millions, 11 millions de gens qui sont stupides. Il y a un pile de monde intelligent qui vivent en Haïti. Avenir pays d'Haïti, commencer par le pays d'Haïti, pas haïtien qui vivent en Haïti d'abord. Et le rôle, selon moi-même, que la diaspora est capable de jouer, son rôle d'appui que le capable de jouer. Mais ce n'est pas la diaspora qui vient changer Haïti, dans place haïtien en Haïti. Ça m'a été quoi ça? Là, on parle avec les politiciens, parce que quand on rencontre, où est Haïti devant vous, dans les approché question. Bon, c'est sûr que je ne peux pas douter de bonne foi. Mais cependant, je pense que par moment, il est toujours intéressant qu'un politicien pour confronter l'idée avec des gens qui ne sont pas d'accord avec. Et ça, c'est d'ailleurs capable de faire même dans l'entourage. Moi, personnellement, c'est un réflexe que je toujours gagné. Autour de moi-même, je ne pas ça des bénis oui. C'est-à-dire des gens qui toujours disent oui, ils sont d'accord avec, d'accord avec. Là, autour de vous, vous réunissez seulement des gens qui toujours disent oui, oui, un tel, oui, député, oui, sénateur, oui, monsieur le ministre, etc. À ce moment-là, c'est le vrai principe qui dit du choc des idées jaillit la lumière là, ou évacuer. Au contraire, je pense que c'est important pour des gens qui sont en dissidence par rapport à eux-mêmes, qui ne sont pas d'accord avec eux. Mais si mon bagage qui est certain, c'est que même les gens qui ne sont pas d'accord avec eux, ou bien moi-même qui suis en position, nous avons un seul intérêt, c'est permettre la collectivité que nous vivons là, aller plus devant. Et dans ce sens-là, je pense que les politiciens ont intérêt, gagnent autour de eux davantage de conseillers, de vrais conseillers. C'est-à-dire des gens qui disent non, soit décision à prendre, ce n'est pas la bonne décision. Voilà pourquoi ce n'est pas la bonne décision. Pendant ici là, Port-au-Prince, mais là, Chevry, on met au Cléville là, avec les sentiments de recevoir. En pile affection, en pile humilité, et parce que c'est un geste très fort relié. Et pour moi, j'ai apprécié ce geste en pile de la part du maire Chevry, donc qui était remettre moi lié. Et puis, j'aime te dire le tout dans l'allocution, et nul n'est inutile. C'est-à-dire que je suis très conscient que je dis à mon moyen, je ne pas construire tête pour compte moi, mais c'est somme tout le monde que je rencontre dans la vie, que la Providence te permet de rencontrer, papa, maman en premier. Donc, et puis tout le monde qui vient rejoindre moi tout au long du développement, que ce soit à l'école, dans le quartier, dans la communauté, etc., etc. Donc, dans ce sens, je tout le monde a reconnaissance et je partage reconnaissance avec eux. Ça ne va pas être dit matin, puisque nous finissons.
Merci en pile. Merci en pile pour rencontrer ça. C'était vraiment un plaisir pour me être avec nous et puis pour me être dans le studio Télévision Nationale d'Haïti. Donc, je souhaité Haïti, longue vie. Je dit vivre Haïti et j'espère que Haïtiens en Haïti, il y a vraiment un pays à davantage, mais que le patriotisme, que le civisme a émergé en Haïti pour de bon. C'est souhait pas vous, puisque nous commençons à dire. C'est souhait pas moi, parce que ou pas capable de développer aucune collectivité sous pas un sentiment d'appartenance à la collectivité, sous pas remel véritablement. Et le véritablement n'est pas banal. Des gens qui ont du Rem Haïti, tout Haïtien du Rem Haïti. Mais Rem Haïti véritablement, l'aurait mon pays véritablement, ou respecter le pays, ou prendre soin du pays, ou occuper de pays, ou assurer le développement du pays. On va parler le mal trop tout. Oui, Parce que Haïtien, absolument. Si on regarde sur les réseaux sociaux, Oui, nous sommes un monde qui parle tête nous mal. absolument, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est dommage. C'est dommage, très dommage. François Benjamin, merci un peu parce que tu es disponible et nous souhaitons bon succès, bon travail et puis leur retourner pour nous l'ouvrir. Avec plaisir, merci beaucoup et bonne année. Il n'est pas trop tard pour nous dire bonne année, santé et bonheur à vous-même, à toute famille et tout le monde qui a regardé nous aujourd'hui. Un peu le courage. Hein? Merci un peu, frère. Voilà. Merci. Notre invité ce matin, François Benjamin, député dans la circonscription Vio, Montréal et Canada. Monsieur Tous, c'est porte-parole opposition officielle pour les dossiers jeunesse dans l'Assemblée Québec. Là. Merci tout le monde. Nous suivre nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée déjà. Bonne et heureuse année 2019. Un peu le courage pour nous tous.